À la réception de mariage de ma sœur, l'écran s'est allumé, stérile. Divorcé. Raté. Décrocheuse scolaire. Fauché. Seul. La salle a éclaté de rire. Ma sœur a eu un sourire narquois, ne riez pas trop fort, elle pourrait vraiment pleurer. Maman faisait tourner son vin dans son verre. Papa a souri, c'est juste une blague, ma chérie. J'ai attrapé mon téléphone, puis j'ai tapé un seul mot, commencer. La salle est tombée dans un silence de mort. Inféconde, divorcée, ratée. Les mots brillaient sur un écran de 3 mètres à la réception de mariage de ma sœur. 200 invités riaient. Mon père a souri et a dit, juste une blague, ma chérie. Ma mère a fait tournoyer son vin comme si elle regardait un dîner-théâtre. Et ma sœur, la mariée, s'est penchée vers son microphone et a dit, ne riez pas trop fort. Elle pourrait vraiment pleurer. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris mon téléphone, tapé un mot, commencer. Et la pièce est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre la glace craquer dans le verre de ma mère. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement gâché la fête. Cela a démantelé 16 ans de mensonges et la réputation familiale construite sur eux. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous connectez vraiment à cette histoire et laissez un commentaire. D'où regardez-vous et quelle heure est-il chez vous? Je m'appelle Théa. J'ai 34 ans. Maintenant, laissez-moi vous ramener 4 semaines avant le mariage, la nuit où j'ai reçu l'appel téléphonique qui a tout déclenché. Il est 23 h un jeudi. Je suis à mon bureau à Richmond, sur les plans d'élévation pour la rénovation d'un palais de justice historique. Mon café est froid. Mon dos me fait mal. Un jeudi normal. Mon téléphone s'allume. Numéro inconnu. Indicatif régional de Virginie, mais pas Richmond. Quelque part de plus petit, quelque part que je connaissais autrefois. Je réponds, Lyndon. Une voix de femme. Prudente, professionnelle. Je m'appelle Dolores Vargas. Je suis infirmière au centre de soins de Shenandoah Hills. Votre grand-mère m'a demandé de vous appeler. Ma main se serre autour du téléphone. Grand-mère Ruth, 84 ans, la seule personne de ma famille qui m'ait jamais fait sentir que j'y avais ma place. Elle doit subir une chirurgie de remplacement de la hanche dans 3 semaines. Dee dit que sa santé est stable, mais à son âge, il y a des risques. Elle n'arrête pas de vous demander. Je ferme les yeux. 2 ans depuis la dernière fois que je l'ai vue. J'étais entré clandestinement dans l'établissement un mardi après-midi, sachant que mon père ne serait pas là. Nous étions restés assis ensemble pendant 40 minutes. Elle m'avait tenu la main et m'avait parlé de son jardin. Puis un membre du personnel avait mentionné ma visite au bureau de mon père, et Harold Lyndon s'était assuré que la réception avait des instructions. Théa n'est pas sur la liste des visiteurs approuvés. Il y a autre chose. Dee dit, sa voix baisse. Votre père a dit à Ruth que vous pouvez lui rendre visite, mais seulement si vous assistez d'abord au mariage de votre sœur. C'est dans 3 semaines. Bien sûr, tout avec Harold vient avec des conditions. Et, mademoiselle Lyndon, votre grand-mère voulait que je vous dise une chose de plus. Une pause. Elle a dit qu'il préparait quelque chose à la réception. Quelque chose à votre sujet. Elle voulait que vous soyez prête. Je lève les yeux de mon téléphone. Sur le mur en face de mon bureau est accroché un certificat encadré. Architecte émergente de l'année en Virginie. 5 ans de silence. Et la première voix que j'entends de cette ville n'est pas celle de ma mère. C'est celle d'une infirmière. Pour vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Je dois remonter plus loin. 16 ans plus loin. J'ai 18 ans. Dernière année de lycée, assise à la table de la cuisine chez mes parents à Millbrook, Virginie, une ville où tout le monde connaît votre nom de famille et la fortune de votre père. Harold Lyndon glisse un document sur la table. Un formulaire de transfert de terrain. La propriété est une parcelle de 2 acres en bordure de ville. De l'herbe roulante, un ruisseau, un vieux chêne. Ma grand-mère Ruth me l'a donné pour mes 16 ans. Elle l'a légalement signé. Elle a dit, ceci est à toi, Théa. Quoi qu'il arrive, signe-le. Mon père dit, j'ai besoin de cette parcelle pour le projet Oakdale. Grand-mère me l'a donnée, et je te dis de la rendre. Je regarde ma mère.
Vivian Lindon est assise au bout de la table, feuilletant un magazine de décoration intérieure. Elle ne lève pas les yeux, ne dit pas un mot. Le bruit des pages qui tournent remplit le silence. Je ne signe pas. 3 jours plus tard, mon père annule mon fonds de scolarité. Le compte qu'il mettait de côté depuis ma naissance, disparu, redirigé. Je le découvre quand le bureau du registraire envoie une lettre. Une semaine après cela, Harold se tient dans le foyer, les bras croisés. Tu sors par cette porte. Tu ne reviens pas. Ma petite sœur, Paige, 11 ans, regarde du haut des escaliers. Elle ne dit rien non plus. Elle se contente de regarder. Je pars avec un seul sac de voyage et 43 $ sur mon compte courant. Cette nuit-là, Harold dit au voisin qu'elle a abandonné l'école, est partie avec un garçon, a brisé le cœur de sa mère. Rien de tout cela n'était vrai, mais à Millbrook, la parole de mon père était la seule qui comptait. Voici ce qui s'est passé. Après que la porte se soit refermée derrière moi, j'ai dormi dans ma voiture pendant 2 semaines. J'ai travaillé au comptoir d'une station-service en dehors de Charlottesville. J'ai obtenu mon GED à 19 ans tout en faisant des doubles quarts de serveuse dans un restaurant qui sentait la graisse de bacon et l'eau de javel. J'ai postulé à un collège communautaire. J'ai été transféré à l'université du Commonwealth de Virginie avec une bourse basée sur les besoins. J'ai étudié l'architecture parce que j'aimais l'idée de construire des choses qui durent, des choses qui ne pouvaient pas être retirées avec une signature. J'ai obtenu mon diplôme à 23 ans. Personne n'est venu à la cérémonie. J'ai porté ma toge et mon chapeau, j'ai traversé la scène et j'ai serré la main du doyen. Puis je suis rentré à mon studio et j'ai mangé des plats à emporter sur le sol. À 24 ans, j'ai épousé Drew Alpern, un homme que j'avais rencontré par l'intermédiaire de l'ancien réseau d'affaires d'Harold avant d'être exclu. Il avait 12 ans de plus, charmant en public, étouffant en privé. Il gérait mon compte bancaire, filtrait mes appels téléphoniques et me disait quels amis j'avais le droit de garder. Une version plus petite, plus calme de mon père. Je suis parti à 27 ans. À 28 ans, un médecin m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant, un fait médical. Je l'ai traité seul dans une salle d'attente clinique avec des lumières fluorescentes et un magazine vieux de 2 ans. D'une certaine manière, Paige a découvert que Drew était resté en contact avec ma famille après le divorce. Il a toujours aimé avoir un avantage. Maintenant, j'ai 34 ans, architecte principal chez Mercer et Hollis à Richmond. Je conçois des restaurations de bâtiments historiques, des palais de justice, des bibliothèques, des théâtres. Mon nom professionnel était Mercer Lindon. J'ai gardé le nom de Drew en le traitant d'un trait d'union parce que le monde de l'architecture le connaissait déjà. Je n'ai pas caché ma vie à ma famille pour être dramatique. J'ai juste arrêté de jouer pour des gens qui avaient déjà décidé que je n'étais rien. Personne à Millbrook ne sait rien de tout cela. Le matin après l'appel de D, je suis assise dans mon bureau, la porte fermée. À travers la paroi vitrée, je peux voir mon collègue Marcus Cole à son bureau, des écouteurs sur les oreilles, exécutant des simulations de gestion de câbles pour un projet de musée. Marcus a 36 ans, ex-militaire en informatique, est la personne la plus imperturbable que j'ai jamais rencontrée. Il est aussi la chose la plus proche que j'ai d'une famille. Je rappelle D, à quel point le risque chirurgical est-il élevé. À 84 ans avec sa densité osseuse, le chirurgien a dit qu'il y avait un réel risque de complications. Elle est forte, mais elle n'est pas jeune. D fait une pause. Elle crie votre nom certaines nuits. Elle garde tes lettres sous son oreiller. Je presse mes jointures contre mon front. Ma grand-mère cache mes lettres sous son oreiller comme de la contrebande. Parce que dans cette famille, m'aimer est quelque chose que tu dois faire en secret. J'ai 2 options. Aller au mariage, endurer tout ce que Paige et mes parents ont prévu, voir grand-mère Ruth, ou rester à Richmond, rester en sécurité, et peut-être ne jamais la revoir. Je frappe à la vitre de Marcus. Il enlève ses écouteurs. J'ai besoin d'un service. Il écoute tout. Le mariage, l'avertissement du diaporama, l'ultimatum de la maison de retraite. Quand j'ai fini, il se penche en arrière et dit, si tu y vas avec un plan, pas avec de l'espoir. Je sais. Et tu y vas. Elle a 84 ans, Marcus. Elle pourrait ne pas survivre à l'opération. Il hoche la tête. Il ne discute pas. Alors, nous nous assurons que tu n'y vas pas aveuglément. Cette nuit-là,
je réserve un hôtel à Millbrook pour le week-end du mariage. Je sors une robe que je me suis achetée. Bleu marine, bien coupée, professionnelle, pas celle que ma mère essaiera de me donner. Marcus a dit, va avec un plan. Alors, j'ai commencé à en faire un. Et pour la première fois en 16 ans, j'étais contente que ma famille me sous-estime. 3 semaines avant le mariage, Harold exige un dîner de famille, sa condition, avant qu'il ne me réhabilite à l'accueil de la maison de retraite. Alors, je conduis 2 heures jusqu'à Millbrook. La maison n'a pas changé. Colonne blanche, pelouse impeccable, drapeau américain à la porte, la performance de respectabilité jusqu'à la dernière est taillée. Personne ne m'embrasse à la porte. Vivian me dévisage. Tu as l'air mince. Tu manges? Je ne suis pas mince. Je cours 5 kilomètres tous les matins et je mange beaucoup. Mais c'est ainsi que ma mère opère. L'inquiétude comme une arme enveloppée dans une question à laquelle personne ne s'attend à ce que tu répondes honnêtement. Harold est assis en bout de table. Même chaise, même posture. Alors, qu'est-ce que tu fais de tes journées, ces jours-ci? Je travaille dans un cabinet d'architecte. Réponds au téléphone, je suppose. Je prends ma fourchette. Je ne le corrige pas. Paige arrive en retard, traînant son parfum et son importance. Elle exhibe une bague de fiançailles de 4 carats sous la lumière de la salle à manger. Puis, elle me prend à part dans le couloir. J'ai besoin que tu portes quelque chose de discret au mariage. La famille de Garrett est très particulière. Elle incline la tête. Tu es toujours seule? Personne? Je ne dis rien. Elle sourit. Certaines personnes ne sont pas faites pour ça, je suppose. Avant que je parte, Vivian me tend une housse de vêtements. À l'intérieur, une robe beige pâle, informe, de taille trop grande. Ce sera parfait pour toi. À la porte, Harold me pose la main sur l'épaule. Les Whitmore sont de vieille richesse. Il juge. Un mauvais pas et cet accord est mort. Ne nous embarrasse pas. Je repars vers l'autoroute et là, le nom me frappe. Whitmore. Je connais ce nom. Pas de la bague de Paige. Pas des discussions d'affaires d'Harold. Je le connais d'un dossier client qui se trouve dans mon bureau à Richmond. De retour à mon bureau le lundi matin, je consulte la base de données client. Fondation du patrimoine Whitmore. La voilà. Notre cabinet a été contracté pour le projet de restauration du patrimoine de Millbrook, transformant une filature de coton de l'époque de la guerre civile en un centre d'art communautaire. La fondation finance le tout. Le contact client, Eleanor Whitmore, présidente de la fondation. La mère de Garrett Whitmore. J'ai été l'architecte principal sur ce projet pendant 6 mois. Nous avons échangé des dizaines de mails, 3 appels vidéo. Elle connaît mon travail, ma philosophie de conception, mon calendrier de projet. Elle connaît Théomer Célindon. Elle ne connaît pas mon visage. Nous ne nous sommes jamais rencontrés en personne. Je médite cela longtemps. Je n'ai pas l'intention de l'utiliser. Je ne suis pas Harold. Je ne transforme pas l'information en munitions, mais je l'arrange. Si tout s'écroule à Millbrook, je ne suis pas une étrangère pour la famille la plus puissante de la pièce. Ce soir-là, Marcus fait ses propres recherches. Il m'appelle à 21h. Le lieu de la réception, le Millbrook Country Club. Ils ont engagé une entreprise audiovisuelle locale pour gérer un projecteur et un système de sonorisation. Diaporama, toast, le tout. Et devinez quoi? L'entreprise audiovisuelle manque de personnel. Ils viennent de poster une annonce pour un technicien freelance pour l'événement. Marcus, j'ai déjà postulé. J'ai eu un rappel en 20 minutes. Tu n'es pas obligé de faire ça. Théa, tu entres dans une pièce où ta famille a déjà chargé une arme. Je m'assure juste que tu as accès au coupe-circuit. Mercredi, Marcus est confirmé comme technicien audiovisuel indépendant pour la réception de mariage Whitmore-Linden. Il aura un accès direct au système de projecteur, aux entrées USB et à la table de mixage. Je prépare une courte présentation, pas une attaque, juste la vérité. Photo, diplôme, récompense, ma vraie vie. Diapositive de titre. La vraie Théa Lindon. Je la sauvegarde sur une clé USB et la donne à Marcus le jeudi.
Tu ne vas pas à la guerre, Théa, dit-il. Tu vas à un mariage, mais s'il tire le premier coup, tu seras prête à tirer le dernier. Une semaine avant le mariage, Harold me réhabilite à la réception. 30 minutes supervisées. Vivian m'accompagnera. Shenandoah, il sent le désinfectant pour les mains et les légumes bouillis. Vivian se gare dans un fauteuil dans le couloir, déjà en train de texter. Elle n'entre pas. Grand-mère Ruth est plus petite que dans mes souvenirs. Ses cheveux blancs sont plus fins. Ses mains tremblent, mais ses yeux vifs et avisés, n'ont pas changé. Elle me prend la main dès que je m'assieds. Laisse-moi te regarder. Elle étudie mon visage. Tu es en bonne santé. Tu es forte. Je le vois. Je vais bien, grand-mère. Ne les laisse pas te briser à nouveau. Sa prise se resserre. Tu es la plus forte de cette famille. Tu l'as toujours été. Elle atteint sous son oreiller et en sort une petite enveloppe. D l'a aidé à la cacher au personnel. Harold paie pour se tenir informé. À l'intérieur, une photocopie d'un acte de propriété. La parcelle de 2 acres. Mon nom clair comme le jour. Cette terre est à toi, dit Ruth. Elle l'a toujours été. Ton père n'a jamais réussi à la transférer. Il en est furieux depuis. Je regarde le document. Pendant 16 ans, j'ai supposé qu'Harold avait trouvé un moyen légal de contourner mon refus. Une technicalité, une signature falsifiée. Il ne l'avait pas fait. La terre était toujours à moi. Il dit aux gens que cela fait partie des propriétés Lyndon, murmure Ruth. Mais ce n'est pas le cas. Il n'a jamais eu le droit. On frappe à la porte. La voix de Vivian est sèche. C'est fini. Je plie l'enveloppe dans la poche de ma veste. Je me penche et embrasse le front de Ruth. C'est ma fille, murmure-t-elle. Je passe devant ma mère, qui ne demande pas comment va Ruth. Elle vérifie son rouge à lèvres et l'écran de son téléphone et dit « Allons-y. J'ai un essayage. » Je quitte la maison de retraite avec 2 choses. La bénédiction d'une grand-mère et la preuve que mon père mentait sur plus que juste moi. 6 jours avant le mariage, mon appartement à Richmond. Marcus est assis sur mon canapé, son ordinateur portable ouvert. Sur l'écran, le diaporama que j'ai construit. Diapositive 1. Une photo de moi en toge et toque à la remise des diplômes. Seul, souriant quand même. Légende. Personne n'est venu à ma remise de diplôme. J'y suis allé quand même. Diapositive 2. Ma licence d'architecte encadrée sur le mur de mon bureau. Architecte agréé. Commonwealth de Virginie. Diapositive 3, moi sur un chantier, casque, plan à la main. Architecte principal, Mercé et Hollis. Diapositive 4, la plaque de récompense. Architecte émergente de l'année en Virginie. Diapositive 5, un simple écran de texte, lettres blanches sur fond noir. Vous m'avez traité d'abandon scolaire. J'ai une maîtrise. Vous m'avez traité de fauché. Je suis propriétaire de ma maison. Vous m'avez appelé raté. Je conçois des bâtiments pour vivre. Marcus fait défiler, hoche la tête. Net, factuel, pas d'insultes, juste le bilan. C'est le but. Je ne veux pas les attaquer. Je veux que la vérité soit plus forte que leurs blagues. Il ferme l'ordinateur portable. Tu es sûr de ne pas vouloir ajouter la partie sur le problème d'Oakdale de ton père? Le terrain? Non, je ne suis pas lui. Je ne transforme pas l'information en munitions. Alors, quel est le déclencheur? Je lui montre. Un message texte préécrit sur mon téléphone. Un mot, commencer. Quand je l'envoie, Marcus échange la clé USB du projecteur, passant du diaporama de Page au mien. Il a déjà testé le système lors de l'installation sur le site. L'échange prend 3 secondes. Et si leur diaporama s'avère inoffensif, demande-t-il. Alors je ne l'envoie jamais. Nous partons. Je rends visite à Ruth. Nous rentrons à Richmond. Marcus me regarde longuement. Tu sais qu'ils ne le garderont pas inoffensif. Je sais, mais je dois leur donner la chance, une dernière chance d'être décent parce que quand tout sera fini, je veux être sûr, complètement sûr que je n'ai pas tiré la première. 5 jours avant le mariage,
Harold appelle. Il ne dit pas bonjour. Il dit « règle ». Tu t'assois à la table 14, coin arrière. Tu ne parles au Whitmore que si on te parle. Tu ne mentionnes pas ton divorce, ton état, ou quoi que ce soit de ta vie personnelle. Si quelqu'un te demande ce que tu fais, tu dis que tu travailles à l'accueil d'un petit cabinet. Claire. Et après le mariage, je pourrai voir grand-mère Ruth. On verra. Ça dépendra de ton comportement. La ligne se coupe. Ce soir-là, mon téléphone vibre. Paige m'a ajouté à un groupe de discussion. Vivian, Harold, Paige, et maintenant moi. Le premier message est un aperçu du diaporama. Je regarde les images se charger. La famille Lyndon et puis, il y a Théa. D'anciennes photos de moi étirées et filtrées pour me rendre peu flatteuse. Des autocollants de dessins animés y sont apposés. Et puis les étiquettes, une par diapositive, en gras et centrée, lycéenne ayant abandonné, divorcée, fauchée, seule, infertile. Paige tape sous l'aperçu, OMG, ça va être hilarant. Ne t'inquiète pas, Théa. C'est juste pour rire. Vivian répond, reste de bon goût, Paige. Elle ne dit pas, enlève ça. Elle ne dit pas, c'est mal. Elle dit, reste de bon goût. Comme s'il y avait une manière de bon goût de diffuser l'historique médical de sa fille à 200 inconnus. Harold ne répond pas du tout. Je prends des captures d'écran de chaque message, les envoie à Marcus sans commentaire. Puis j'ouvre mon ordinateur portable. Ma propre présentation est toujours là. 5 diapositives propres, factuelles. J'en ajoute une de plus, une 6e, une citation, texte blanc sur fond noir. La mesure d'une famille n'est pas la façon dont elle célèbre ses meilleurs moments, c'est la façon dont elle traite ses plus vulnérables. Je fixe le mot infertile sur l'écran de mon téléphone pendant un long moment. Puis je ferme le groupe de discussion. Je ne réponds pas. Il n'y a plus rien à dire à des gens qui pensent que votre corps est une blague. Le jour du mariage arrive sous un ciel d'octobre clair. L'église communautaire de Millbrook, à bardage blanc, son clocher attrapant le soleil du matin. Le parking est plein de BMW et de Land Rover. C'est l'événement social de la saison. Je porte ma robe bleu marine, pas le sac beige que ma mère a choisi. Je l'ai laissé accroché dans le placard de l'hôtel sans y penser 2 fois. À l'intérieur de l'église, 200 invités remplissent les bancs. La communauté d'affaires de Millbrook, les membres du country club, les connaissances du conseil municipal, et au premier rang, les Whitmore. Eleanor dans une veste vert foncé, cheveux argentés épinglés en arrière, posture de danseuse. Son mari Richard à côté d'elle, distingué, réservé. Je m'assois au dernier banc. Personne ne me salue. Personne ne propose de me faire de la place. Harold arpente l'allée centrale comme une campagne électorale. Poignée de main, tape sur l'épaule. Si fier de ma petite fille. Il ne parle pas de moi. Vivian flotte près de l'autel dans une robe de mariée sur mesure, murmurant à une amie. Mes 2 filles sont ici aujourd'hui, même la difficile. Elle rit légèrement. L'amie jette un coup d'œil vers l'arrière. Je fais semblant de ne pas remarquer. Une femme âgée que je ne reconnais pas est assise 2 rangs devant moi. Cheveux blancs, robe fleurie, lunettes de lecture sur une chaîne. Elle me regarde une fois, puis vers l'autel. Je n'y pense pas. La cérémonie commence. Garrett se tient à l'autel, l'air sincèrement heureux. Il prononce ses vœux avec un tremblement dans la voix. Paige prononce les siens plus fort, plus longtemps, principalement à son sujet. À travers l'église, j'aperçois Marcus près de l'entrée latérale, portant un polo noir avec le logo de l'entreprise audiovisuelle. Il ajuste un câble de microphone sur l'autel. Nos regards se croisent pendant une demi-seconde. Il me fait un petit hochement de tête. Mon père serre des mains comme un politicien. Ma mère sourit comme une hôtesse. Et je suis assise au dernier rang comme un fantôme qu'ils ont invité exprès. La réception a lieu au Millbrook Country Club. Lustre en cristal, table ronde drapée de lin blanc, un écran de projection de 3 mètres sur 1,80 mètres derrière la table d'honneur, l'odeur des gardénias et de l'argent. La table 14 est celle où je suis assise. Dans le coin arrière, près de la porte de la cuisine. Chaque fois qu'un serveur passe, un déluge de vaisselle qui claque et de commandes criées me frappe le dos.
Mes convives sont des cousins éloignés à qui l'on a clairement dit de ne rien savoir de moi, et un couple âgé qui passe tout le temps des hors-d'œuvre à discuter de leur récente croisière. Une femme de l'autre côté de la table se penche. Et que faites-vous, ma chère? Je suis architecte. Oh, comme c'est gentil. Elle se tourne vers l'homme à côté d'elle et commence à parler de rénovation de cuisine. Sur scène, Paige prend le micro pour le premier toast. Elle remercie ses parents. Elle remercie les Whitmore. Elle remercie ses amis de collège, son organisateur de mariage, son fleuriste. Puis elle regarde vers le fond de la pièce, vers moi, et ma sœur Théa, qui, eh bien, qui a réussi à se montrer aujourd'hui? Une pause. C'est déjà quelque chose, non? Des rires dispersés. Le genre poli. Le genre où les gens ne sont pas sûrs s'ils sont censés rire, alors ils le font quand même. Harold entrechoque les verres à la table d'honneur avec Richard Whitmore. Ils sont penchés l'un vers l'autre, parlant de chiffres. Eleanor est assise à côté d'eux, polie, mais mesurée. Elle ne s'est encore engagée à rien. Je peux le dire par la façon dont elle tient son verre de vin, près d'elle, intact, comme un accessoire. Ma mère apparaît à mon coude. Son parfum arrive avant elle. Ne bois pas trop, murmure-t-elle. Ne parle pas de toi. Et pour l'amour de Dieu, souris. Je souris. Non pas parce qu'elle me l'a dit, mais parce que dans 20 minutes, le diaporama est programmé pour jouer, et je sais exactement ce qu'il contient. En ce moment, je suis assise à la table 14 avec une assiette de nourriture que je ne peux pas manger, et une famille qui souhaite que je sois resté invisible. Mais je veux vous demander quelque chose de précis. Avez-vous déjà été relégué au second plan, littéralement ou figurativement, par des personnes censées vous aimer? Pas le genre d'exclusion que vous remettez en question, le genre que l'on vous dit être normal. Dites-le moi dans les commentaires parce que ce qui se passe ensuite à cette réception, avec cet écran et ces 200 invités, est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire aujourd'hui. Restez avec moi. Les lumières s'éteignent. La demoiselle d'honneur de Paige prend le microphone avec un sourire qui me dit qu'elle a répété ça toute la semaine. Et maintenant, une présentation spéciale de la famille Linden. L'écran s'anime. Une douce musique de piano joue dans les haut-parleurs. Photo de bébé de Paige. Sourire édenté. Récital de ballet. Bal de promo. Paige et Harold pêchant sur un lac. Paige soufflant des bougies d'anniversaire. Les Linden en vacances. Vivian avec un chapeau de soleil. Harold avec son bras autour de Paige. L'océan derrière eux. Je ne suis sur aucune photo. La salle murmure. Ah. Eleanor Whitmore sourit poliment. Richard tapote l'épaule de son fils. Puis viennent les photos de couple. Paige et Garrett dans un vignoble. À un match de football, au dîner de Noël avec les Whitmore. Chacune est saluée par de doux applaudissements. La musique change. Enjouée. Un effet sonore de roulement de tambour. L'écran affiche, et maintenant, rencontrons le reste de la famille. Paige sourit depuis la table d'honneur. Elle croise mon regard de l'autre côté de la pièce et agite ses doigts dans une petite salutation. Vivian se penche en arrière sur sa chaise avec l'air satisfait de quelqu'un qui attend le plat principal. Mon estomac se contracte, non pas de peur, mais de certitude, car je sais ce qui vient ensuite. Sous la table, mon téléphone est déjà dans ma main. Le message à Marcus est tapé et prêt. Un mot, commencer. Mon pouce plane au-dessus du bouton d'envoi. Je me fais une promesse. Si la diapositive suivante est inoffensive, si c'est une vieille photo avec une légende douce, si c'est un vrai toast, s'il y a même un petit bout de décence dans ce qu'ils ont préparé, je n'appuierai pas. J'accepterai la blague. Je rentrerai chez moi. Je les laisserai avoir leur soirée. Je leur donne une dernière chance d'être décents. L'écran change. Mon visage remplit le cadre. Une vieille photo du lycée. Granuleuse, peu flatteuse. En bas, en lettres blanches et grasses. Abandon scolaire, coche. Des rires nerveux parcourent la pièce. Quelques personnes me regardent. Je garde mon visage immobile. Diapositive suivante. Un emoji de cœur brisé à côté de mon nom. Divorcé. Les rires sont plus forts maintenant.
Le genre qui s'alimente lui-même. Suivant. Un dessin animé d'un portefeuille vide s'ouvrant. Fauché. Quelqu'un à la table 6 renifle dans son champagne. Suivant, une photo d'un seul couvert. Une chaise, une assiette. Seul. Pêcherie de la table d'honneur. Vivian sirote son vin, regardant la pièce comme si elle notait la performance. Puis la dernière diapositive se charge. Un bébé clipart avec une croix rouge estampillée dessus. Infertile. Le mot remplit l'écran de 3 mètres. Pendant un instant, la pièce se tait. Le genre choqué. Le genre où les gens réalisent qu'ils ont ri de quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Puis quelques rires de plus se font entendre. Des rires inconfortables, suivis d'un murmure. Paige se penche vers le micro. Ne riez pas trop fort. Elle pourrait se mettre à pleurer. Vivian fait tournoyer son vin. Un demi-sourire. Les yeux sur moi. Harold croise mon regard depuis la table d'honneur. Juste une blague, ma chérie. Détends-toi. Eleanor Whitmore ne rit pas. Je le vois clairement de l'autre côté de la pièce. Elle pose son verre sur la table avec un léger bruit sec. Sa mâchoire se crispe. Elle regarde Harold, puis l'écran, puis moi. Je sens le sang affluer à mon visage. Mes mains tremblent. Ma vision se rétrécit sur un mot sur cet écran. Infertile. Mes antécédents médicaux. Ma douleur privée projetée pour que 200 étrangers en rient. C'était la limite. Et ils ne l'ont pas seulement franchie. Ils l'ont diffusée en lettres de 3 mètres. Je regarde autour de la pièce. 200 visages, certains rient, certains détournent le regard, certains font semblant de consulter leur téléphone parce qu'ils ne savent pas où poser les yeux. Paige rayonne. C'est sa partie préférée de son propre mariage. Pas les vœux, pas la première danse, mais ça, me regarder assise dans les décombres de ma propre humiliation. Vivian lève légèrement son verre, un toast silencieux à sa propre cruauté. Harold s'est déjà retourné vers Richard Whitmore, reprenant leur conversation comme si rien ne s'était passé. Comme si affiché, infertile, sur un écran devant 200 personnes était l'équivalent social d'une blague enfantine. Je regarde mon téléphone. Le message est toujours là. Un mot, commencé. Je pense à Ruth, à ses mains tremblantes quand elle m'a donné cette enveloppe, à la façon dont elle a dit « Ne les laisse plus te briser ». Je ne me brise pas. Mon pouce appuie sur « Envoyer ». 3 secondes passent. Le diaporama se fige. L'écran devient noir. Paige fronce les sourcils. Problème technique. Elle fait un signe vers le fond de la pièce. Quelqu'un peut-il réparer ça? Derrière la régie, Marcus retire la clé USB de Paige du projecteur et insère la mienne. Ses mains sont fermes. Il a fait des choses plus difficiles sous une pression pire. L'écran s'illumine à nouveau. Texte blanc sur fond sombre. Net. Simple. La vraie Théa Lindon. La pièce se tait. Pas le genre poli. Le genre où toutes les têtes se tournent et toutes les conversations s'arrêtent en même temps. Harold se lève. Qu'est-ce que c'est que ça? Éteignez ça. Il regarde vers la régie. Marcus ne bouge pas. La télécommande du système a été verrouillée. La seule façon de l'arrêter est de débrancher le câble d'alimentation dans le placard technique, et Marcus a verrouillé cette porte il y a 20 minutes. Pour la première fois en 16 ans, mon père ne peut pas me réduire au silence. La première diapositive remplit l'écran. Une photo de moi à la remise des diplômes, toge et toque, seul devant le sceau de l'université, diplôme en main. La légende se lit, personne n'est venu à ma remise de diplôme. J'y suis allé quand même. Des murmures, une femme à la table 3 met sa main devant sa bouche. Suivant, ma licence d'architecte, encadrée et accrochée. Architecte agréé, Commonwealth de Virginie. Les murmures s'amplifient. Suivant, moi sur un chantier de construction, casque, bottes de sécurité, plan roulé sous le bras. Derrière moi, l'ossature d'un palais de justice rénové. Architecte principal Mercé et Hollis. Un homme près du devant se tourne sur sa chaise pour me regarder. Puis un autre, puis une table entière, diapositive suivante. Une plaque encadrée.
Architecte émergente de l'année en Virginie. La main d'Eleanor Whitmore se fige à mi-chemin de son verre. La dernière diapositive de contenu apparaît. Texte blanc sur noir. Vous m'avez appelé décrocheuse. J'ai un master. Vous m'avez appelé fauché. Je suis propriétaire de ma maison. Vous m'avez appelé raté. Je conçois des bâtiments pour gagner ma vie. Je me lève de la table 14. Je ne vais pas sur scène. Je ne prends pas de microphone. Je reste juste là où je suis, dans le coin arrière près de la porte de la cuisine, et je regarde vers le devant de la pièce. Le visage d'Harold est d'une couleur que je n'ai jamais vue. Quelque part entre la fureur et la peur. C'est ridicule. Elle a probablement tout falsifié. Le sourire de Paige a disparu. Éteignez ça. C'est mon mariage. Vivian est assise, figée, son verre de vin suspendu en l'air, son visage livide. La dernière diapositive apparaît. La citation que j'ai ajoutée il y a 5 jours. La mesure d'une famille n'est pas la façon dont elle célèbre ses meilleurs éléments. C'est la façon dont elle traite ses plus vulnérables. Je ne dis pas un mot. Je n'en ai pas besoin. L'écran parle pour moi. Harold bouge vite. Il s'éloigne de la table d'honneur. Les 2 mains levées, sourire figé. Le même sourire qu'il utilise lors des réunions du conseil municipal et des dîners Rotary. Mes amis, je m'excuse pour l'interruption. Ma fille aînée a toujours eu un penchant pour le théâtre. Il rit. Cela tombe à plat. C'est clairement un malentendu. Il marche vers moi. La foule s'écarte légèrement, comme les gens le font quand ils sentent une collision imminente. Ses chaussures claquent sur le parquet. Quand il atteint la table 14, il baisse la voix, mais pas assez. Les tables voisines peuvent entendre chaque mot. Assieds-toi tout de suite ou tu ne reverras plus jamais ta grand-mère. Je le regarde. Mon père, 62 ans, bâtisseur de maisons, destructeur de filles. Et je dis, de la même voix calme, tu as utilisé grand-mère rude comme une laisse toute ma vie. Ça se termine ce soir. Sa mâchoire se crispe. Je vais appeler la sécurité. De la table d'honneur, une chaise racle en arrière. Garrett Whitmore se lève. Son visage est tendu. Attendez. Il regarde Harold, puis moi. Laissez-la parler. Paige lui attrape le bras. Garrett. Il se libère. Quelque chose ne va pas ici, Paige. Je veux entendre ça. La pièce bouge. Je le sens. L'énergie bascule. La façon dont une foule se recalibre quand quelqu'un d'inattendu rompt les rangs. Vivian se lève de son siège, sa voix se brisant pour la première fois. Théa, s'il te plaît, tu te couvres de ridicule. Je regarde ma mère, la femme qui feuilletait des magazines pendant que mon père me jetait dehors. La femme qui m'a donné une robe informe et m'a dit de me fondre dans les murs. Non, mère. Pour la première fois, je ne le suis pas. À la table d'honneur, Eleanor Whitmore n'a pas bougé, mais ses yeux ont changé. Ils sont fixés sur l'écran derrière nous. Architecte principal Mercé et Hollis brillent encore. T. Mercé Lindon. Elle le dit comme si elle confirmait quelque chose qu'elle suspectait déjà. Vous êtes l'architecte du projet du patrimoine de Millbrook. Oui, madame. Eleanor se tourne lentement, comme une femme se tourne quand elle veut que la pièce voie exactement où elle regarde. Elle fait face à Harold. Monsieur Lindon. Sa voix est calme et chirurgicale. La femme que vous venez d'humilier devant ma famille est l'architecte que j'ai engagé pour restaurer le bâtiment le plus important de cette ville. La couleur quitte le visage d'Harold en temps réel. Je le vois arriver. Le teint confiant remplacé par quelque chose de gris et d'exposé. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas pris la peine de connaître votre propre fille. Une onde parcourt la pièce. Des murmures, des têtes qui se tournent. Quelqu'un à la table 8 sort un téléphone. Paige se lève de la table d'honneur, la voix aiguë. Chérie, c'est insensé. Elle invente tout ça. Elle tend la main vers Garrett. Il recule. Sa main reste à ses côtés. Vivian essaie ensuite. Elle s'approche d'Eleanor avec son sourire d'hôtesse à pleine puissance. Eleanor, s'il vous plaît.
C'est une affaire de famille. Eleanor ne rompt pas le contact visuel avec Harold. Vous en avez fait une affaire publique, Madame Lyndon, quand vous l'avez affiché sur un écran de 3 mètres. La pièce expire. Je peux l'entendre. 200 personnes expirent en même temps. La libération collective de l'attention contenue. Le recalcul se produit à chaque table. Personne ne regarde plus la mariée. Harold essaie de se rattraper. Il a passé 62 ans à se rattraper. C'est ce qu'il fait. Il retrouve le sourire, ajuste la poignée de main, réinitialise le récit. Eleanor, n'exagérons pas. Il prend sa voix de country club. Chaleureux, raisonnable, d'homme à homme. Sauf qu'elle n'est pas un homme et qu'elle n'y croit pas. C'était une blague stupide. Vous savez comment sont les familles. Je sais comment est ma famille, dit Eleanor. Nous n'affichons pas les dossiers médicaux de nos enfants sur un écran pour le divertissement. Elle se tourne vers Garrett. Mon fils, je pense que nous devons avoir une conversation en privé ce soir. Garrett hoche la tête. Il a observé Paige depuis la révélation. Son expression n'est pas de la colère. C'est quelque chose de pire. C'est une réévaluation. Il regarde sa fiancée et dit, tu m'as dit que Théa était instable. Tu as dit qu'elle avait des problèmes, qu'elle était jalouse de toi. La voix de Paige se brise. Elle est jalouse. C'est une architecte agréée avec des prix, Paige. Et tu as mis un fertile sur un écran à notre mariage. Harold s'approche d'Eleanor, baissant la voix à un registre qui fonctionne probablement dans les salles de conseil. Parlons du partenariat Oakdale. Ça n'a rien à voir avec. Eleanor lève la main. Un geste, c'est tout ce qu'il faut. Le partenariat Oakdale. Elle répète comme si elle goûtait quelque chose de gâté. Harold, après ce que je viens de voir, il n'y a pas de partenariat Oakdale. La bouche d'Harold s'ouvre. Rien n'en sort. Sa main, toujours levée dans un demi-geste, tombe à ses côtés. Vivian se brise, pas gracieusement. Un son aigu et étouffé qui pourrait être un sanglot. Ça ne peut pas arriver. Elle le dit à personne. Elle le dit à la nappe. Je me tiens au centre de la pièce. Je ne souris pas. Je n'hoche pas la tête. Je ne célèbre pas. Je me tiens juste debout. Pour la première fois de ma vie, me tenir debout suffit. Harold vient de perdre l'accord Oakdale. Paige vient de perdre le contrôle de sa propre réception. Et ma mère pleure. Pas pour moi. Jamais pour moi. Pour l'image. Je suis debout au milieu de cette pièce et pour la première fois personne ne me dit de m'asseoir. Maintenant, je dois savoir si c'était ta famille, aurais-tu appuyé sur recommencer ou serais-tu parti? Laisse un 1 pour recommencer ou un 2 pour partir dans les commentaires et reste avec moi parce que ce qui se passe après ce moment est quelque chose que je n'avais jamais prévu. Paige est une élève rapide. Elle a grandi en regardant notre mère passer de la cruauté au calme en moins de 5 secondes. Et maintenant elle déploie la même compétence. Son visage s'effondre, pas progressivement, tout d'un coup comme un interrupteur. Les larmes coulent sur ses joues. Elle se précipite au centre de la pièce, les mains pressées sur sa poitrine. C'est mon jour. Sa voix se brise parfaitement. Elle fait toujours ça. Elle a toujours été jalouse de moi. Elle se tourne vers la foule, le mascara coulant. Je l'ai invitée parce que je voulais qu'elle soit là. Le diaporama était censé être drôle. Elle déforme tout. Quelques invités se sentent mal à l'aise. Voilà. Cette hésitation sur laquelle les prédateurs comptent. Le moment où les spectateurs se demandent si la femme qui pleure n'est pas la vraie victime. Paige se tourne vers Garrett. Tu l'as choisi, toi, le jour de notre mariage. Vivian se précipite aux côtés de Paige, l'enlaçant. Mon bébé? Ils attaquent mon bébé. Elle regarde Eleanor les yeux mouillés. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? Pendant une seconde, juste une seconde, je sens la pièce basculer vers eux. Les larmes sont puissantes. Une mariée qui pleure à son propre mariage est puissante. Je vois le doute apparaître sur quelques visages. Puis Eleanor parle. Elle n'élève pas la voix. Elle sort simplement son téléphone, jette un coup d'œil à l'écran qui brille toujours derrière nous. Drôle.
Elle lit les diapositives. Infertile. Échec. Seule. Elle regarde Paige. Quelle partie était la blague, ma chère? Le doute s'évapore. La pièce se replace comme un jury qui a envisagé un verdict différent et a décidé de ne pas le retenir. Les larmes de Paige coulent toujours, mais elles ont perdu leur pouvoir. Elle est en train de gâcher mon mariage. Je ne crie pas. Je ne me mets pas à son niveau de voix. Je dis simplement, je n'ai pas fait le diaporama, Paige. C'est toi. Eleanor n'a pas fini. Elle se tourne de nouveau vers Harold. Et cette fois, sa voix porte la précision plate d'une femme qui dirige une fondation de plusieurs millions de dollars. Le projet Oakdale. Vous nous avez dit que le terrain était entièrement consolidé sous les propriétés Lyndon. Chaque parcelle comptabilisée. Harold se raidit. Ça l'est. Je ne l'avais pas prévu. Je n'avais pas répété ça. Mais j'entends les mots Oakdale est entièrement consolidé. Et quelque chose se met en place, l'enveloppe dans ma poche, l'acte que Ruth m'a tendu il y a une semaine. En fait, je dis, ce n'est pas le cas. La pièce se tourne vers moi. Je sors la photocopie pliée de ma veste. La parcelle centrale, celle que ma grand-mère m'a donnée quand j'avais 16 ans, est toujours à mon nom. J'ai l'acte ici. Le visage d'Harold devient rigide. Pas la rigidité publique de la contenance, mais la rigidité privée, celle dont je me souviens de la table de cuisine quand j'avais 18 ans et qu'il m'avait glissé ce document. Eleanor regarde le papier, puis Harold. Vous alliez construire sur un terrain qui appartient à votre fille éloignée sans son consentement, sans nous le dire. Elle était censée le céder il y a des années. J'avais 18 ans. Vous avez essayé de me forcer. J'ai dit non. Vous m'avez mise à la porte. Je plie l'acte et le remets dans ma poche. Et vous avez dit aux gens que le terrain était à vous depuis. Richard Whitmore se lève pour la première fois. Il boutonne sa veste. C'est le genre de petit geste délibéré que les hommes font quand ils s'apprêtent à partir définitivement. Eleanor croise le regard d'Harold une dernière fois. Monsieur Lyndon, je crois que nous en avons fini ici. Harold se tourne vers moi. Sa voix devient quelque chose de brut et de petit. Espèce d'ingrate. Garrett s'avance. Assez. Sa voix est nette et définitive. C'en est assez, monsieur Lyndon. Quelque chose se brise chez Vivian. Elle s'est retenue. Le sourire. La posture, le masque d'hôtesse pendant la meilleure partie de 40 ans. Mais les Whitmore s'en vont. L'affaire est morte. Et la pièce regarde sa famille comme elle a passé toute sa vie à faire en sorte qu'on ne la regarde jamais. Elle se tourne vers moi. Le vernis est parti. La composition de feuilletage de magazine, de vin tourbillonnant, est partie. Tu crois que tu es meilleur que nous maintenant? Sa voix tremble. Tu penses que tes petites diapositives changent quoi que ce soit? Tu n'étais rien. Tu n'avais rien quand tu as quitté cette maison. Tu as raison. Je dis, je n'avais rien parce que tu t'en es assuré. J'ai fait ce qui était le mieux pour cette famille. Tu as fait ce qui était le mieux pour l'image. Il y a une différence. Elle regarde autour de la pièce, cherchant un allié. Ses yeux se posent sur des visages familiers. Amie du country club, membre du club de lecture, femme avec qui elle a déjeuné pendant 20 ans. Elle tente le sourire social. C'est tellement embarrassant. Drame familial. Vous savez comment c'est. Personne ne lui rend son sourire. Puis une voix s'élève de l'arrière. La femme âgée de l'église, celle avec des lunettes de lecture sur une chaîne. Elle se lève lentement, agrippant le bord de sa table. Je connais Ruth Lyndon depuis 50 ans. Sa voix est mince, mais elle porte à travers la pièce silencieuse. Elle aurait honte de ce que vous trois avez fait ce soir. Elle prend son sac à main et se dirige vers la sortie. Ses talons claquent sur le sol, mesurés et définitifs. Un autre couple se lève. Puis un homme à la table 9. Pas de discours, pas de drame. Ils partent juste. Vivian s'effondre sur la chaise la plus proche. Sa main trouve son verre de vin, mais elle ne le soulève pas. Pour la première fois, elle a exactement son âge. Peut-être plus. La pièce se vide et personne ne prétend plus que c'était une blague.
La pièce est plus clairsemée maintenant. Des chaises vides éparpillées parmi les invités restants. Les gardénias se fanent sous la chaleur des lustres. Paige est assise seule à la table d'honneur. Gareth se tient avec sa mère près de la porte latérale. Harold n'a pas bougé du centre de la pièce, les mains le long du corps, fixant le sol. Je regarde ce qu'il reste. Ma famille. Cette pièce. 16 ans de silence se terminant ici entre les assiettes de dessert et les flûtes de champagne à moitié vides. Je ne vais pas au microphone. Je n'en ai pas besoin. Ma voix porte très bien dans une pièce aussi silencieuse. Je ne suis pas venu ici pour gâcher votre mariage, Paige. Je regarde ma sœur. Je suis venu parce que grand-mère Ruth me l'a demandé. Parce que même après tout, elle croit toujours que cette famille peut être meilleure. La tête de Paige s'affaisse. Je ne vous déteste aucun d'entre vous. Je regarde Harold, Vivian. Mais j'en ai fini d'être votre souffre-douleur. J'en ai fini de mériter le droit d'exister dans cette famille. Les yeux d'Harold se lèvent enfin vers les miens. Ils sont rouges. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Si vous voulez de moi dans votre vie, cela commence par le respect. Pas par des conditions, pas par des représentations. Le respect. Je prends mon sac à main de la table 14. Je redresse ma robe bleu marine, celle que je me suis achetée. Et si vous ne pouvez pas le faire, alors c'est un au revoir. Je me dirige vers la sortie. Je passe devant Harold, il ne lève pas les yeux. Je passe devant Vivian, elle fixe la nappe. Je passe devant Paige, elle détourne le visage. À la porte, une voix m'arrête. Mademoiselle Lindon. Je me retourne. Eleanor Whitmore se tient près du vestiaire. Sa veste verte est déjà enfilée. Ses clés de voiture sont dans sa main. Lundi matin, mon bureau. Nous avons un projet à terminer. J'acquiesce. Elle hoche la tête en retour et je sors dans la nuit d'octobre. Le parking est à moitié vide. La plupart des premiers partis sont déjà partis. Je m'assieds dans ma voiture, le moteur éteint, les mains sur le volant, fixant l'entrée du country club. On frappe à la vitre. Marcus, toujours dans son polo de la compagnie audiovisuelle, tenant 2 cafés de station-service. Je déverrouille la porte. Il glisse sur le siège passager et m'entend un. Tu vas bien? Non. J'enveloppe mes 2 mains autour de la tasse, mais je vais mieux que depuis des années. Nous restons silencieux un moment. À travers le pare-brise, je peux voir des silhouettes sortir du club, des couples marchant vite, un homme desserrant sa cravate. Personne ne rit. Mon téléphone vibre. Gareth. Je suis désolé pour ce que la famille de ma femme a fait. Paige et moi devons parler. Je ne sais pas où cela nous mènera. Un autre bip. D. Votre grand-mère a tout vu. La nièce de quelqu'un diffusait la réception en direct sur un groupe de discussion familiale. Ruth a tout regardé. Elle rit. Elle dit, c'est ma fille. Je ferme les yeux. Ruth dans son lit de maison de retraite, regardant sa petite fille se lever dans une pièce pleine de gens qui ont essayé de la rendre invisible. Riant, fier. Encore un. Eleanor Whitmore. J'ai informé mon équipe de la situation du terrain d'Oakdale. Harold ne construira pas sur votre propriété. Nous trouverons un autre partenaire pour un développement futur. Je réponds à Eleanor. Merci. Adé, dis-lui que je l'aime. À Gareth, je suis désolé aussi pour tout ça. Je ne réponds pas à Harold, Vivian ou Paige. Il n'y a rien à dire qui n'ait été dit dans cette pièce. Marcus démarre la voiture. Où? Hôtel, puis la maison demain. Il quitte le parking. Dans le rétroviseur, le country club rapetisse. Millbrook est une petite ville, et les petites villes font ce qu'elles font de mieux. Elles parlent. La semaine après le mariage, Millbrook se réorganise. J'entends cela de seconde main de Dave principalement et de Marcus, qui a un talent pour surveiller les petits groupes Facebook de la ville. Vivian est retiré du comité d'organisation du gala d'automne de Millbrook. Pas d'annonce formelle, juste un email discret de l'assistante d'Eleanor. Nous restructurons le comité cette année. Merci pour vos contributions passées. Vivian appelle 3 membres du conseil d'administration.
Aucun d'eux ne répond. Harold perd 2 partenaires commerciaux mineurs dans les 10 premiers jours. Un promoteur immobilier de Stunton se retire d'une coentreprise, citant des problèmes d'alignement. Un entrepreneur local, fidèle depuis 15 ans, envoie une lettre polie mentionnant qu'il explore d'autres opportunités. Les propriétés lindennes ne s'effondrent pas. Harold est trop enraciné pour cela. Mais les fissures sont visibles. Et dans une ville où la réputation est une monnaie, les fissures se propagent vite. Paige et Garrett. Garrett demande une thérapie de couple. Paige refuse. Elle appelle ça une insulte. Dès la 2e semaine, Garrett fait sa valise et emménage dans la maison d'hôte de ses parents. Ils ne sont pas divorcés, mais ils ne sont pas ensemble. Le club de lecture que Vivian a animé tous les 3e jeudis pendant 11 ans se déplace discrètement dans le salon de quelqu'un d'autre. Personne ne lui dit. Je ne suis rien de tout cela en temps réel. Je suis à Richmond, de retour à mon bureau, à ma table à dessin. J'ai une rénovation de palais de justice à finaliser et un projet patrimonial à présenter. Marcus me lit un message de la page Facebook de la communauté de Millbrook pendant que nous déjeunons. Quelqu'un a partagé une photo de l'écran du diaporama avec la légende « Cela s'est passé au mariage de Whitmore Lyndon ». Honte au Lindon. 87 réactions, 42 commentaires. Tu ne leur as pas fait ça, dit Marcus, refermant son ordinateur portable. Je sais. Ils se sont fait ça à eux-mêmes. Tu as juste arrêté de les couvrir. Je mange mon sandwich. Il a meilleur goût que tout ce qui a été servi à la table 14, 3 semaines après le mariage, un mardi soir. Je révise les plans du projet du patrimoine de Millbrook. La fondation d'Eleanor veut la présentation prête d'ici la fin du mois. Mon téléphone sonne. Harold. Je manque de ne pas répondre. Puis je décroche. Il ne commence pas par des excuses. Il commence par une offre. Le terrain. Nommez votre prix. Terminons cela comme des adultes. Le terrain n'est pas à vendre. C'était le cadeau de grand-mère Ruth pour moi. Il reste le mien. Tu détruis cette famille pour un bout de terre. Tu as détruit cette famille pour un bout de terre il y a 16 ans quand tu as choisi une parcelle plutôt que ta fille. Silence. Long. Le genre qui vit sur la ligne téléphonique comme du statique. J'ai fait ce que je pensais être juste, dit-il finalement. Moi aussi. Et nous voilà. Une autre pause. Puis sa voix change, plus douce, presque humaine. Ta grand-mère n'est plus ton moyen de négociation. Je garde ma voix égale. J'ai contacté directement Shenandoah Hills. Je suis répertorié comme sa 2e personne à contacter en cas d'urgence. Je peux lui rendre visite quand je veux. Tu ne pourras plus l'utiliser contre moi. Je l'entends respirer. Le son d'un homme réalisant que le dernier levier qu'il avait a été retiré. Tu as toujours été têtu, dit-il. J'ai appris des meilleurs. J'attends plus. Des excuses, une confession, une fissure dans le mur qu'il a passé 62 ans à construire. Au lieu de cela, il raccroche. Je pose le téléphone sur mon bureau. Mes mains ne tremblent pas. Mon rythme cardiaque est normal. Il fut un temps où un appel téléphonique d'Harold Lyndon m'aurait fait tourner en rond pendant des jours, rejouant chaque mot, me demandant si j'avais été trop dure, trop ingrate, trop. Ce temps est révolu. Je retourne à mes plans. 2 semaines après l'appel d'Harold, un dimanche matin. Je me fais du café quand mon téléphone s'allume avec le nom de Paige. Je le laisse sonner 3 fois avant de répondre. Vieille habitude, me préparant. Mais la voix à l'autre bout ne ressemble pas à Paige. Pas la Paige que je connais. Celle qui agite ses doigts et affiche, infertile, sur un écran. Cette voix est plate, fatiguée, dépouillée de toute performance. Garrett a déménagé. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa ne parle à personne. Je m'assieds à ma table de cuisine. Je n'interromps pas. Le diaporama était faux. Je le sais. Elle s'arrête. Recommence. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. J'ai fait des choses comme ça toute ma vie et personne ne m'a jamais dit d'arrêter. Parce qu'ils étaient trop occupés à te le faire. Une expiration tremblante. Oui. Silence. Je ne sais pas qui je suis sans être la préférée, dit-elle.
Et c'est la chose la plus honnête que ma sœur ait jamais prononcée. Je pourrais être cruel ici. Je pourrais énumérer chaque fois qu'elle a tourné le couteau dans la plaie, chaque fête où elle était célébrée alors que j'étais effacé. Chaque mensonge qu'elle a hérité de nos parents et qu'elle a poli en sa propre arme. Mais la cruauté est leur langage, pas le mien. Alors il est peut-être temps que tu le découvres, dis-je. Sans moi comme souffre-douleur, pouvons-nous recommencer? Je ne sais pas. Mais nous pouvons commencer par toi qui parle à quelqu'un. Un professionnel. Pas maman, pas papa. Quelqu'un qui te dira réellement la vérité. Une longue pause. D'accord. Ni l'un ni l'autre ne dit « je t'aime ». Ni l'un ni l'autre ne dit « au revoir ». Nous restons simplement au téléphone pendant quelques secondes, respirant. Et puis la ligne se tait. Je pose le téléphone. Je regarde par la fenêtre. La lumière du matin est d'un or pâle sur les arbres devant mon appartement. Pas de larmes, juste fatigué, mais plus légère qu'avant. Le samedi suivant, je me rends à Shenandoah Hills. Pas d'appel à Harold. Pas de limite de 30 minutes. Pas de Vivian dans le couloir, vérifiant son rouge à lèvres. J'y vais, c'est tout. Dee me rencontre à la réception avec un sourire qui dit qu'elle attendait cette visite. Elle est dans la véranda aujourd'hui. Bonne forme ce matin. Elle a regardé votre vidéo du diaporama encore au petit déjeuner. 5e fois qu'elle m'a fait rejouer la partie où Eleanor a dit « Vous n'avez pas pris la peine de connaître votre propre fille ». Elle a applaudi. La véranda est chaude et lumineuse. Des fougères en pot bordent les appuis de fenêtres. Grand-mère Ruth est assise dans un fauteuil roulant près de la vitre, une couverture au crochet sur ses genoux, ses cheveux blancs captant le soleil. Elle me voit et tout son visage s'illumine. Pas un sourire poli, pas un sourire d'hôtesse, le vrai, le genre qui commence dans les yeux et remplit chaque ligne et chaque ride. Elle me prend la main dès que je m'assieds. « Tu t'es levé » dit-elle. « Dans cette pièce pleine de monde, tu t'es levé. Tu m'as appris comment, grand-mère. » Elle serre mes doigts. « Maintenant, parle-moi de tes bâtiments. Parle-moi de ta vie. Nous avons le temps. » Alors je lui raconte tout. Le GID, l'écart de travail au restaurant, l'université, le premier projet que j'ai conçu, une petite bibliothèque dans une ville dont personne n'a entendu parler, le palais de justice, les récompenses, l'appartement avec la table à dessin près de la fenêtre. Elle écoute chaque mot, pose des questions, rit des moments où je dormais dans ma voiture et mangeais des céréales pour le dîner 3 soirs par semaine. Personne ne frappe à la porte. Personne ne dit « c'est l'heure ». Dehors, par la fenêtre, un chêne déploie ses branches sur la pelouse. Vieux, noueux, enraciné profondément, comme celui sur la terre que Ruth m'a donné à mes 16 ans. Certaines choses ne peuvent pas être cédées. 3 mois plus tard, je suis à mon bureau à Richmond. Lundi matin, café à la main. Sur le mur, une nouvelle impression encadrée du rendu du projet Millbrook Héritage, la filature de coton telle qu'elle sera après restauration, briques rouges, fenêtres en arcade, une cour ouverte sur le ciel. La fondation d'Eleanor a approuvé la conception finale la semaine dernière. Le mois prochain, je la présenterai au conseil municipal de Millbrook. Je me tiendrai devant les mêmes personnes qui m'ont vu humilié à un mariage et je leur montrerai ce que je suis réellement en train de construire. Le terrain, mes 2 acres, reste intact. Je n'ai pas encore décidé quoi en faire. Parfois, je pense à une petite maison, quelque chose de simple, un porche où Ruth pourrait s'asseoir et regarder le ruisseau. Peut-être un jour. L'opération de Ruth s'est bien passée. Remplacement de la hanche, pas de complications. Elle est maintenant en physiothérapie, marchant avec un déambulateur, se plaignant de la nourriture. Je lui rends visite toutes les 2 semaines. Nous parlons de son jardin, de mes projets, du temps, et rien d'Harold. C'est paisible. Harold n'a pas rappelé. Vivian a envoyé un seul message. Je suis désolé. 2 mots, pas de suivi. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas prête. Je ne le serai peut-être jamais. C'est permis. Paige a commencé une thérapie. Garrett est revenu il y a 1 mois à condition qu'il continue les consultations. Dee m'a dit que Paige avait rendu visite à Ruth à la maison de retraite la semaine dernière. Première fois en plus d'1 an. Elle a apporté des fleurs.
Ruth a dit que Paige avait l'air différente, plus calme. Je ne sais pas encore ce que ça signifie, mais c'est quelque chose. Marcus et moi travaillons sur un nouveau projet ensemble. Une école historique dans la vallée de Shenandoah. Petit budget, grand cœur. Le genre de travail qui me rappelle pourquoi j'ai choisi cette carrière. Je déjeune seul la plupart des matins. Café, toast, les nouvelles. Mais être seul n'est pas la même chose qu'être solitaire. J'ai appris la différence quand j'ai arrêté de m'asseoir à la table 14. Ce matin, je me tiens devant le miroir de ma chambre. Blazer bleu marine, chemisier blanc, cheveux attachés en arrière. Sur ma commode, l'invitation à la présentation au conseil municipal de Millbrook. Mon nom imprimé en caractère noir clair. Théa Lindon, architecte principal. Pathé Mercé Lindon. Pas le nom de Drew. Pas une hyphenation pour des raisons professionnelles. Juste le mien. Je prends l'invitation et passe mon pouce sur les lettres. Il y a 6 mois, j'étais assise au dernier rang d'une église et je regardais mon père serrer des mains comme s'il était le maître du monde. Il y a 4 mois, je me tenais dans une salle de banquet pendant que mon corps était transformé en blague pour 200 personnes. Aujourd'hui, je retourne à Millbrook. Mais je ne vais pas à la vieille maison. Je ne vais pas mendier une place à la table de qui que ce soit. Je vais à la filature de coton. Celle que je reconstruis de fond en comble. Brique par brique, poutre par poutre. Comme j'ai tout reconstruit. Ils m'ont traité d'infertile, de divorcé, d'échec, d'abandon scolaire, de fauché, de seul. Je suis certaine de ces choses, et aucune d'elles ne me définit. Vous n'avez pas besoin de la permission de votre famille pour avoir une vie qui vaille la peine d'être vécue. Il vous suffit d'arrêter de la demander. Je prends mes clés. Je sors. Le soleil d'octobre est vif et clair, comme il l'est en Virginie quand les feuilles tournent et que l'air sent le bois et les matins froids. Je roule vers l'ouest, vers Millbrook, vers le bâtiment que je restaure pour une ville qui ne connaît pas encore toute mon histoire, mais le saura. La route s'étend devant moi. Les montagnes s'élèvent bleues au loin. Et je ne rentre pas chez moi. Je vais travailler. Voilà mon histoire. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, je pense qu'une partie de celle-ci vous appartient aussi. Alors, voici ce que je veux demander. Ne me dites pas seulement ce que vous avez ressenti. Dites-moi ce que vous allez faire différemment après avoir entendu cela. Fixez une limite cette semaine, juste une. Si vous avez choisi, commencez, plutôt, abonnez-vous. Je partagerai bientôt une autre histoire qui vous fera repenser tout ce que vous pensiez savoir sur la loyauté familiale. Consultez la description pour d'autres histoires comme celle-ci. Merci d'être là. Cela signifie plus que vous ne le savez.